bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce premier webinaire de la Semaine nationale des maladies cardiométaboliques organisée par l'IHU-ICAN. C'est la troisième édition en fait, de cette grande campagne qui a pour objectif d'informer sur les maladies cardiométaboliques qui sont la première cause en fait, des événements cardiovasculaires et dont les causes sont peu connues et notamment les interactions en fait, entre ces maladies et leurs complications, donc maladies qui s'aggravent entre elles. Donc, on va aborder aujourd'hui le sujet de l'alimentation dans le cadre des maladies cardiométaboliques. Pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Sylvia Barretta, qui est médecin généraliste sur le plateau d'investigation de l'IHU ICAN et qui est spécialisée en nutrition. Héloïse Bourgeois, qui est responsable de la recherche clinique et coordination d'études nutrition et obésité à la Ligue contre l'obésité. Également Marie Citrini, donc, qui est vice-présidente de l'association Poids Plume France. Marie Citrini, qui est engagée dans la vie associative depuis 35 ans, enseignante de la perspective patient en médecine générale à l'Université Paris-Nord et vice-présidente de la commission recommandation, parcours, pertinence et indicateurs de la HAS, donc, qui est la Haute Autorité de Santé. Et enfin, le docteur Raluca Païs, qui est gastro-entérologue et hépatologue à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris et qui est médecin investigateur sur le plateau clinique de l'IHU ICAN. Donc, avant de démarrer le webinaire, juste pour vous informer en termes de déroulé, on vous propose en fait de poser toutes vos questions dans le chat ou dans le petit module questions-réponses et on les prendra en fait à la fin, les questions, voilà, pour pouvoir les poser en fin de parcours. Pour démarrer, donc, je laisse la parole à Marie Citrini, qui est la représentante de l'association Poids Plume France. Merci beaucoup, Francine. Bonjour à tous et à toutes. Très heureuse de participer aujourd'hui à ce premier webinaire qui va toute la semaine euh, vous apporter des éléments contributifs à vous aider à mieux comprendre votre maladie. Je suis une femme de 60 ans qui vit depuis 35 ans en situation d'obésité et qui aujourd'hui bénéficie de soins multiples afin de pouvoir diminuer mon excès de poids et pouvoir me permettre de mieux vivre et de prendre le moins de risques possible avec les maladies cardiovasculaires que nous connaissons bien et qui, au cours de cette semaine et de la semaine prochaine, vous seront présentées. Euh, que vous dire d'autre si ce n'est que en première intention, quand on prend du poids, on a tendance à se désociabiliser, à se sentir extrêmement coupable, extrêmement responsable du poids que nous prenons. Et parfois, on a le sentiment qu'on est un peu seul au monde et que personne ne nous peut nous comprendre ou nous entendre. Le but de ce webinaire, de cette première conférence avec vous et avec les médecins qui vont prendre la parole derrière moi, va être de vous donner des outils afin de pouvoir vous accompagner dans le soin qui vous correspondra le mieux, sachant que l'alimentation est l'élément principal, pas le seul, mais l'élément principal qui va vous permettre de faire levier sur quelque chose qui vous semble très compliqué à prendre en soin et qui pour autant sera très bénéfique pour vous et pour chacun des membres de votre famille. Les difficultés que nous pouvons rencontrer, c'est souvent des habitudes, le sentiment que nous ne sommes pas capables de changer. Or, ce n'est pas vrai. On peut changer, alors à son rythme, mais on peut de façon évidente changer en étant bien accompagné, en ayant autour de soi une équipe pluridisciplinaire composée de différents intervenants autour de la prise de poids ou autour de la maladie cardiovasculaire. Et ça nous permet
euh, à notre rythme, mais en conscience, de pouvoir modifier des choses qui nous semblaient totalement incohérentes, aberrantes, impossibles à faire. Je vous avoue que moi, la première fois où un médecin nutritionniste m'a dit ce serait bien que tu mettes des légumes dans ton alimentation, j'ai eu l'impression qu'elle me parlait une langue barbare que je ne comprenais pas. Et puis, ben, finalement, aujourd'hui, je dirais presque que si le légume n'est pas là, mon repas est pas complet. En tout cas, je me sens pas à l'aise. Et donc, voilà, les choses se modifient. J'ai pas mis 35 ans à les modifier, je tiens à vous rassurer, ça a été beaucoup plus rapide. Mais les choses se modifient avec le temps et avec la capacité que l'on a d'évoluer. Et puis, ben, très vite, on s'aperçoit que euh, la situation qui pouvait être notre cas il y a quelques années en arrière en tant que personne concernée par des problèmes de surpoids ou d'obésité n'est plus à l'ordre du jour. Je vous inviterai à fuir le professionnel de santé qui vous dirait je vais vous mettre au régime. C'est plus une question de régime, c'est une question d'apprendre à équilibrer une assiette, d'apprendre à équilibrer un quotidien, d'apprendre à équilibrer une semaine. Et ce qui est bon pour vous, et je vous en parlerai à la fin de ce webinaire, est aussi bon pour votre famille. Vous n'êtes plus en situation de je suis différente des autres parce que je suis en surpoids ou en obésité. Tous ensemble, autour d'une même table, on peut modifier son alimentation. Mais je vais laisser les prochains intervenants vous expliquer cela avec beaucoup plus de détails et je reviendrai vers vous à la fin pour vous donner des trucs et astuces que nous partagerons ensemble. Merci beaucoup et bon webinaire. Docteur Barretta, donc vous allez nous présenter, enfin nous parler justement de la situation de l'obésité. À quel moment, en fait, on parle d'obésité? Bonjour à tous, merci pour la patience des petites soucis techniques. Alors, ce webinaire alimentation et maladies cardio-métaboliques, comme on l'a bien entendu à l'introduction, on ne peut pas en discuter sans passer un peu par la case du poids, du surpoids, de l'obésité. Qu'est-ce que c'est l'obésité? Eh ben, l'obésité, c'est une maladie. L'obésité, c'est une maladie chronique qui est définie par une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui nuit, qui peut nuire à la santé, à la santé de la personne. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la définition. Ça marche plus. Voilà. Ça, c'est la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Et à la base, si on veut, c'est une maladie qui s'ébat sur un système, on peut dire simple à l'apparence. Hein. Donc, à l'apparence, c'est toute une histoire de apport et dépenses, d'entrée et des sorties. Donc, quand les entrées et les sorties sont à l'équilibre, bah, mon poids est stable. Quand il y a un déséquilibre, bah, il y a un écart entre la limite supérieure qui va se cumuler. C'est là que je commence à prendre du poids et voilà que les tissus adipeux se majorent pour arriver à un nouveau équilibre. Ça a l'air extrêmement pratique, simple. On se dit, bah, c'est simple. En fait, on va diminuer les apports et tout va rentrer dans l'ordre au moment où on veut, quand on veut. Et ben, en fait, l'histoire pondérale naturelle d'une personne qui aborde cette problématique, cette situation plutôt, de manière un peu binaire, et ben, c'est ça. Vous voyez, ça s'appelle des yo-yo pondéraux ascendants la plupart du temps. Pourquoi? Parce que bah, dans un premier temps, en fait, notre organisme, surtout les tissus adipeux, essaye de suivre un peu notre démarche, sauf que à chaque fois qu'on diminue les apports, et ben, on va toucher ce qu'on appelle la dépense énergétique de repos, c'est-à-dire tous les calories qu'on dépense pour rien faire, pour rester vivant, pour que le cœur batte, pour que le cerveau puisse penser, puisse raisonner. Et donc, cette dépense énergétique se met à la baisse pour s'aligner à toutes nos restrictions, ce qui fait que chaque déséquilibre, comme on l'a vu tout à l'heure, et va se majorer, la proportion ça va devenir de plus en plus important, et donc la reprise, ça devient de plus en plus important par rapport à ce que c'était notre poids de base, jusqu'à un moment où soit on se stabilise
Donc, on va dire qu'on devient résistant à tout ce qui est un peu la perte de poids, soit on continue de prendre du poids en aggravant notre situation pondérale. Juste un petit rappel, selon la dernière étude de 2024, le 18% de la population française est en situation d'obésité. Et donc, je ne sais pas si vous allez bien voir sur mon écran, peut-être pas, je ne sais pas. Mais comme vous le voyez, c'est pas si simple que ça parce qu'il y a plusieurs facteurs qui s'influencent l'un l'autre. C'est pas vrai que c'est juste un système d'apport et de dépenses. Il y a des profils alimentaires, il y a des situations sociales, il y a des possibilités d'activité physique, il y a notre travail qui souvent est sédentaire, il y a une susceptibilité individuelle dont on doit en tenir compte obligatoirement quand on prend en charge quelqu'un qui est en situation d'obésité. Comment on fait pour reconnaître si on est en situation d'obésité ou de surpoids ou on ne l'est pas du tout? Eh ben, on se base sur l'indice de masse corporelle, c'est le fameux IMC, c'est-à-dire le poids sur la taille au mètre carré, qui est un outil très répandu, qui est reproductible, tout le fait que tout le monde l'utilise, mais qui est imparfait parce que ne tient pas compte de tout, de notre composition corporelle, par exemple, de tout de muscles qui nous composent. Donc, c'est un peu une manière simple pour pouvoir se repérer, donc classer, si vous voulez, notre poids. Donc, comme vous le voyez, on commence à parler de surpoids quand l'IMC est entre 25 et 30 kg par mètre carré. À partir de 30, on parle d'obésité, qui peut être modérée, sévère ou morbide. Et après, on verra plus tard si c'est simple ou si c'est compliqué. Donc, on a dit, au-delà des 30 kg par mètre carré, on parle d'excès de tissus adipeux, des graisses corporelles. Pourquoi on parle de ça? Parce que les études ont montré que c'est à ce moment-là qu'on a, on a plus de probabilité de mortalité. Alors, est-ce qu'on peut mourir vraiment pour le tissu adipeux? En lui-même, non. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est le taux d'IMC, c'est le niveau d'IMC où on est plus à risque de développer de morbidité, d'autres maladies donc, qui vont abîmer notre santé, qui vont nous rendre encore plus malades. Donc, vous voyez, ce n'est pas qu'une seule maladie. Quand on a une situation d'obésité, eh ben, on peut avoir un retentissement au niveau de pratiquement tous nos organes, tous nos systèmes. Donc, on peut avoir des maladies métaboliques, le diabète. Vous m'entendez toujours bien, je pense, j'espère. Ouais. Donc, des maladies métaboliques comme le diabète, je disais, des maladies cardiovasculaires, parce que le système cardiovasculaire va pouvoir en souffrir, et des maladies métaboliques, par exemple, aussi, comme la dyslipidémie, qui vont justement avoir un retentissement sur le cœur et toutes ces fonctionnalités, mais aussi des maladies, on va dire, plus mécaniques au niveau osseo-articulaire, par exemple, au niveau urologique, des fuites urinaires, toutes des situations qui parfois peuvent majorer en soi la mortalité, parfois peuvent entraîner une diminution des qualités de vie, de mettre à risque la personne d'isolement, par exemple, ou des difficultés majeures, ce qui va majorer ce qui est le retentissement psychologique. Donc, la situation ça peut générer des syndromes anxio-dépressifs qui vont majorer cet isolement et du coup un accès inférieur, par exemple, aux soins pour des difficultés soit mécaniques, soit psychologiques. Voilà pourquoi on parle d'augmentation de la mortalité en situation d'obésité. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette situation? Comme Madame Citrini disait tout à l'heure, la première des choses, c'est de ne pas se sentir seul, c'est de ne pas s'enfermer, c'est d'en parler et d'aller voir des spécialistes ou pas. Ça, c'est en fonction un peu de notre situation.
Mais la première des choses, c'est de se dire qu'il faut se prendre en charge et il faut que la prise en charge soit sur mesure, personnalisée et pas tiroir par tiroir, mais que ce soit une prise en charge de la personne. Donc, peut-être aller consulter en première intention un médecin, mais aussi se dire que peut-être il faudra avoir plusieurs médecins, plusieurs spécialistes qui vont interagir entre eux, qui vont communiquer pour qu'il puisse y avoir une coordination. Donc, quel spécialiste aller consulter? Et pour ça, il y a eu aussi des recommandations sur comment se prendre en charge. Il y a des nouvelles recommandations qui sont sorties en fonction de la sévérité, de la complexité de l'obésité. Donc, si il y a déjà d'autres maladies associées, on va plutôt se retourner vers un spécialiste nutritionniste ou s'il y en a plusieurs, directement peut-être vers un hôpital, un centre universitaire, un CSO, donc un centre spécialisé de l'obésité. Il y en a 42 en France. Ou alors, si je n'ai pas encore de maladie associée, peut-être que je peux commencer d'en parler à mon médecin généraliste. Je vous laisse juste avec un petit clin d'œil sur le bout de la demi-pyramide où il y a marqué psychologie. On va en parler peut-être plus tard. Mais ça, c'est aussi une grande partie, moi je dirais de 50% de la prise en charge de tout ce qui est situation d'obésité. La parole à mes collègues. Merci, docteur Barretta. Docteur Pais, donc c'est vous qui allez prendre la parole pour faire un focus là plus particulièrement donc sur la stéatose hépatique métabolique, donc un petit peu plus connue sous le nom de maladie du foie gras, mais qui a de grandes particularités justement dans la prise en charge en fait du surpoids et de l'obésité. Bonjour, merci beaucoup. Donc, je suis Raluca Pais, je suis médecin hépatologue à l'assistance publique et également à l'IHU ICANN. Donc, je vais commencer à partager mon écran. Hop. Voilà, et je sais pas. Si. Voilà, donc mon exposé va porter sur le rôle de l'alimentation dans les maladies cardiométaboliques avec une focus sur la stéatose métabolique du foie, également connue pour le large public sous le nom de maladie de foie gras. Donc, je vais commencer d'abord par une définition de cette maladie. Donc, qu'est-ce que c'est la maladie de la stéatose métabolique du foie ou la maladie du foie gras? Ça consiste dans l'accumulation de graisse, de gras au niveau hépatique en présence des facteurs de risque métabolique, en particulier, l'obésité et le diabète de type 2. Et c'est une maladie qui est également favorisée par des facteurs autres, notamment les facteurs liés à notre mode de vie, comme les aliments ultra-transformés, la sédentarité, auxquels se rajoutent des facteurs qu'on peut moins modifier, comme le polluant atmosphérique, le microbiome intestinal ou des facteurs de risque génétique. Ce qui est important de retenir dans cette maladie, c'est qu'à la racine, au tout début de la chaîne pathogénique qui aboutit à l'accumulation de graisse dans le foie, le mode de vie, la sédentarité, notre alimentation jouent un rôle majeur. Et donc, les aliments interviennent finalement dans cette maladie, dans sa pathogénèse, dans la survenue de la maladie, et représentent également un facteur majeur qui nous permet d'obtenir une régression de la maladie. C'est une maladie qui est en lien étroit avec la consommation des aliments ultra-transformés et je vais commencer mon exposé avec ça parce que j'estime que dans notre prise en charge qu'on a pour les patients, il faut bien sûr leur conseiller le type des aliments et qu'ils doivent consommer, mais il faut également les sensibiliser aux aliments qu'il ne faut pas consommer ou en tous les cas consommer dans des quantités modérées.
Et donc, les aliments ultra transformés sont des formulations multi-ingrédients qui sont fabriqués industriellement, qui sont identifiés par la présence des additifs cosmétiques ou des substances qu'on n'utilise pas quotidiennement dans notre cuisine, comme des colorants, des exhausteurs de goût, des édulcorants, des émulsifiants, etc., des différents types de sucre. Et vous avez ici une classification de ces aliments, de la classification NOVA de l'alimentation, avec dans le premier groupe des aliments qu'on peut consommer tant qu'on veut. Donc, ce sont des aliments naturels qui ne sont pas du tout prélucrés, qui sont juste lavés, épluchés, bouillis. Le groupe 2, des aliments qui sont partiellement transformés. Donc, on a des produits qu'on rajoute à l'alimentation et qu'on utilise habituellement dans la cuisine, comme l'huile, le sucre, le sel, le beurre. Le groupe 3 des aliments qui sont mini-transformés sont des aliments qui sont conservés avec du sucre, du sel, de l'huile. Ce sont des aliments qu'on peut, à la limite, accepter dans l'alimentation. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est ce quatrième groupe des aliments ultra transformés où on a des additifs, des ingrédients qui ne sont pas utilisés, des ingrédients industriels qui ne sont pas utilisés dans une cuisine classique. Et pour vous donner un exemple, donc cette forme de poulet, c'est quelque chose qu'on voit dans notre cuisine, alors que ces nuggets de poulet végétal en forme de dinosaure, ce n'est pas quelque chose qu'on prépare habituellement dans notre cuisine. Donc, c'est l'exemple typique des aliments qui sont mini transformés ici ou ultra transformés, les nuggets de poulet dinosaure. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui expliquent le rôle des aliments ultra transformés dans la pathologie métabolique. Une première hypothèse est liée à une augmentation de la consommation des aliments ultra transformés depuis plusieurs décennies dans des différents pays. Il y a une hausse de vente de ce produit. On voit ici dans l'Europe de l'Ouest, mais également aux États-Unis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a à peu près 70% à peu près 70% d'apport calorique des enfants aux États-Unis proviennent de ces aliments ultra transformés. Que ces aliments ultra transformés sont en fait à l'origine des pathologies chroniques comme l'obésité, la résistance à l'insuline, la dyslipidémie, les maladies cardiovasculaires, la stéatose métabolique du foie, etc. Une deuxième hypothèse est que la consommation des aliments ultra transformés entraîne un déséquilibre, des déséquilibres nutritionnels multiples et que, en fait, ça pousse à la surconsommation due à une hyperappétence, à une forte densité énergétique de ces aliments et également à une structure qui est pratiquement altérée. Et on parle de plus en plus de l'effet additif de ces aliments. Et il y a de plus en plus une comparaison avec l'industrie du tabac, par exemple, en reconnaissant que ces aliments sont conçus pour renforcer le plaisir, pour accélérer l'apport des ingrédients additifs, que plus on mange, plus on a envie de manger, et que finalement, la prise en charge doit utiliser les mêmes mesures qu'on utilise pour le tabac. Donc, en fait, il faut agir au niveau de santé publique avec une restriction du marketing, ciblant notamment les enfants avec des taxes, une meilleure étiquetage, une meilleure information de la population. Et pour vous donner un exemple sur des données scientifiques, donc là, c'est une étude où c'est une étude randomisée contrôlée qui compare des diètes équivalentes sur le plan des calories. Donc, il y a le même nombre de calories dans chaque diète, sauf qu'une diète est une diète saine et une autre, c'est une diète ultra transformée. Et après cela, après cette diète imposée, les participants ont été laissés à manger ad libitum, donc à volonté. Et ce qu'on observe, c'est que les gens qui étaient dans le groupe de diète de produits ultra transformés, ils mangeaient plus
et ils ont pris plus de poids. Donc, ils ont eu un apport calorique de plus de 500 calories par rapport à l'autre groupe, ce qui illustre très bien le concept que plus on mange des aliments ultra transformés, plus on a envie de manger. Et enfin, la troisième hypothèse, elle est liée à un risque accru de développer des maladies chroniques de type obésité, diabète, maladies cardiovasculaires en relation avec la consommation, la surconsommation de ces aliments ultra transformés. Et on voit que il y a une augmentation d'à peu près, les aliments ultra transformés augmentent d'à peu près 20% le risque de développer une pathologie chronique à terme. À l'opposé des aliments ultra transformés, on a le modèle de la diète méditerranéenne, c'est ce que nous on conseille à nos patients, et vous connaissez bien sûr tous cette pyramide de la diète méditerranéenne. Je ne vais pas la détailler, vous la trouvez sur tous les sites internet. Ce qui est important, c'est de retenir qu'à la base de cette pyramide, il y a l'activité physique qui a un rôle majeur dans ce cas-là et qui doit toujours accompagner les conseils diététiques qu'on donne à notre patient. En ce qui est la diète méditerranéenne, donc comme vous savez, c'est une diète qui est riche en gras, mais surtout en acide oméga 3, mais qui est pauvre en carbohydrates. Et c'est une étude qui compare la diète méditerranéenne avec une diète pauvre en graisse, avec ou sans l'activité physique. Et ce qui est important de retenir dans ces études, c'est que la composition alimentaire a un effet bénéfique sur le foie au-delà de la perte de poids. Et on voit qu'en fait, les patients qui ont suivi cette diète méditerranéenne ont eu des résultats positifs avec une baisse de la quantité de graisse hépatique, et cela indépendamment de la perte de poids. C'est la même chose illustrée dans une autre étude avec une diète méditerranéenne enrichie avec des polyphénols, donc avec des propriétés antioxydantes, et qui illustre aussi bien que l'effet sur le foie apparaît au-delà de la perte de poids. Donc, il ne faut pas que le patient se fixe sur la balance, sur la perte de poids sur la balance, puisqu'il y a une modification de la composition corporelle, il y a une modification de la résistance à l'insuline, et finalement, l'effet sur le foie, il est bénéfique. On voit qu'il y a une relation entre la diète méditerranéenne et la survenue des événements cliniques liés au foie et également une diminution de la mortalité. Il y a d'autres types de diètes qui ont été essayées pour cette stéatose métabolique du foie. Parmi ceux-là, je veux juste rappeler le jeûne intermittent qui comprend des différents modes d'alimentation avec peu ou pas de calories pendant une période qui peut aller de 12 heures à plusieurs jours, avec un passage de la glucose au corps cétonique. Le problème de ces diètes, c'est que c'est pas quelque chose de physiologique, c'est pas quelque chose que le patient peut maintenir dans le temps, et qu'une fois qu'on arrête, en fait, on revient dans la case de départ. C'est ce que ma collègue Dr. Silvia Barretta a mentionné à un moment donné dans son exposé concernant ce yo-yo pondéral, ces variations pondérales qui sont plus délétères qu'autre chose. Donc, pour conclure, l'alimentation a un rôle majeur dans la maladie du foie gras, d'une part dans la survenue de la maladie par rapport à la consommation des aliments ultra transformés, d'autre part dans la résolution de la maladie à travers la diète méditerranéenne. Mais je pense qu'améliorer l'alimentation ne peut pas reposer uniquement sur le changement de comportement des consommateurs, et que cela nécessite aussi des politiques encadrant le marketing alimentaire pour privilégier la santé, l'équité, l'équilibre, la durabilité, etc. Et je pense qu'à l'avenir, on va peut-être s'orienter vers des diètes personnalisées tenant compte le mode de vie, le patient
comme individu, avec ses comorbidités, avec ses souhaits, avec son mode de vie, avec son environnement, également avec ses facteurs génétiques, son microbiome, et probablement qu'on essaiera d'avoir des diètes personnalisées et adaptées à chacun. Et avec cela, je vous remercie. C'est notre équipe de cliniques dédiée à la prise en charge de la stéatose métabolique du foie, avec le professeur Athiou, mondialement connu, et également avec notre infirmière en pratique avancée qui est une pierre de base dans l'éducation thérapeutique pour nos patients. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Païs. Donc, on voit bien en effet l'importance, l'impact de l'alimentation dans le développement des maladies cardio-métaboliques. Et donc là, c'était le focus sur la stéatose hépatique métabolique. Donc, on va passer la parole maintenant à Élise Bourgeois, donc de la Ligue contre l'obésité. Donc, Élise, vous allez plus nous parler là de l'apport, en effet, de la recherche clinique, mieux comprendre en fait l'obésité et l'apport de la recherche donc sur l'alimentation aussi dans le cadre de ces maladies. Donc, bonjour à tous, je représente la Ligue nationale contre l'obésité. Donc, c'est une association à but non lucratif créée en 2014 et la première organisation non gouvernementale française à fédérer les parties prenantes mobilisées dans la prévention et la lutte contre cette maladie chronique qui est l'obésité. Donc, la Ligue, elle rassemble différents types de personnes, des professionnels de santé, des chercheurs, des patients, des associations ou encore des partenaires institutionnels. Donc, toutes ces personnes ont une ambition commune, c'est faire reconnaître l'obésité comme une maladie chronique afin d'avoir une prise en charge globale, coordonnée et respectueuse des personnes concernées. Donc, comment faire cela? Par le biais des actions de sensibilisation, d'expertise scientifique et de plaidoyer. Donc, pour revenir sur les quelques chiffres de l'obésité en mettant l'accent sur celle des enfants, donc 48, comme dit précédemment, 18% de la population française est en situation d'obésité et 48,8% des Français, donc ça représente un Français sur deux, sont en situation de surpoids ou d'obésité. Donc ce chiffre est quand même tout de même important, ça représente 32 millions de Français. Et concernant les enfants, 34% des 2-7 ans sont en situation de surpoids ou d'obésité et 21% chez les 8-17 ans. Et il a été aussi mis en avant en 2016 que les enfants et adolescents qui sont en situation d'obésité ont 5 fois plus de risques de le rester à l'âge adulte par rapport à ceux qui ne l'étaient pas. Donc, la Ligue contre l'obésité, au vu des chiffres, a mis en place un projet dont le but après, ce sera de mettre un projet de recherche par la suite pour évaluer l'effet de ce dispositif. Donc, c'est le dispositif Diète à Dom qui est destiné aux enfants souffrant d'obésité après une hospitalisation dans un centre spécialisé. Parce que nous avons mis en avant que lorsque les enfants étaient hospitalisés, ils avaient quand même une perte de poids, mais la reprise pondérale était fréquente au retour au domicile. Donc ça montre la difficulté à maintenir les acquis dans le quotidien, dû à la rupture du suivi au retour au domicile, parce qu'il y a une influence forte de l'environnement familial, mais aussi alimentaire. Donc l'objectif de ce projet, c'est d'assurer le suivi des enfants après une prise en charge spécialisée en agissant directement dans le cadre de vie. Donc comment ça fonctionne? Une diététicienne vient au domicile du patient, donc au domicile de l'enfant, une fois par mois pendant 1 an, et elle va faire des interventions au cœur du foyer. Donc comme type d'intervention, il y a déjà l'éducation nutritionnelle auprès de l'enfant, mais aussi auprès des parents, parce que c'est eux le plus souvent qui font les courses et à manger. Donc, comment faire l'éducation nutritionnelle? Donc, tout d'abord, en faisant par exemple des ateliers de cuisine, en préparant l'organisation des repas, l'accompagnement pour faire les courses. Et aussi, la diététicienne va s'adapter aux contraintes du quotidien parce qu'elle est vraiment au cœur du domicile du patient. Donc, elle peut voir tous les problèmes ou pas dans ce domicile. Donc, l'enjeu clé, c'est vraiment de limiter les ruptures de parcours et de favoriser des changements durables des comportements alimentaires sur le long terme. Donc ensuite, la Ligue contre l'obésité fait aussi beaucoup de recherches cliniques.
Donc, notamment avec une des seules études présentant les chiffres de l'obésité en France avec l'étude OFEO en 2024. Donc, ce sont les chiffres que je vous ai cités avant qui représentent 48,8% de la population qui est en surpoids et qui souffre d'obésité. Donc, à quoi sert la recherche clinique? Déjà, ça permet d'avoir une meilleure compréhension des mécanismes. Donc, ça peut montrer aussi que l'obésité n'est pas uniquement due à un déséquilibre énergétique, mais ça implique aussi différents facteurs, donc par exemple des facteurs génétiques, hormonaux, des mécanismes neurobiologiques et aussi l'influence de l'environnement alimentaire. Et la recherche clinique aussi permet d'avoir des avancées thérapeutiques, donc notamment par le développement de nouveaux traitements comme le traitement analogue du GLP-1. Ça permet aussi d'avoir une amélioration des indications au niveau de la chirurgie bariatrique ou encore une structuration au niveau des parcours de soins pluridisciplinaire. Donc, ce qui est important aussi, c'est de savoir comment, comment mettre la recherche sur le terrain. Donc, il faut que les recommandations issues de la recherche doivent être adaptées aux réalités sociales et économiques du patient, aux habitudes de vie, mais aussi aux contraintes familiales. Donc, c'est pour ça que le rôle de l'éducation en santé est essentiel afin d'acquérir des compétences. Donc, par exemple, comment comprendre son alimentation, avoir des connaissances au niveau de la nutrition, savoir cuisiner ou encore organiser ses repas. Donc, à la Ligue, on organise par exemple des ateliers de prévention. Donc, le dernier en date, c'était un atelier sur les sucres cachés, donc notamment, comme dit précédemment aussi, sur les aliments ultra transformés qui sont néfastes pour la santé. Donc là, c'était sur les sucres cachés, donc que les industriels rajoutent dans un produit brut que normalement ne doit pas avoir de sucre. Donc les enfants devaient deviner le nombre de morceaux de sucre cachés dans ces aliments. Et ensuite aussi, on propose aussi des ateliers de cuisine avec des aliments de saison, des aliments bruts pour cuisiner rapidement et sainement. Et aussi, du coup, le fait d'avoir du savoir scientifique sur le terrain, c'est montré aussi grâce au projet Dietadom. On a fait un constat du coup qui était issu de la recherche avec une risque de reprise de poids après l'hospitalisation. Donc l'objectif c'est de ancrer les changements dans le quotidien et la réponse sur le terrain, du coup c'est l'accompagnement au domicile du patient avec les parents et avec l'enfant. Donc ça montre que vraiment la recherche doit être encore maintenue et après aussi bien appliquée sur le terrain et adaptée en fonction du type de personne. Voilà. Merci beaucoup, Élise. Euh, Marie, je vais vous repasser la parole parce que vous vouliez évoquer justement un peu des trucs et astuces, des recommandations pour pouvoir modifier son comportement en fait alimentaire, enfin son comportement, ses habitudes alimentaires et montrer que ce n'était pas que restriction, bien au contraire, si je peux. Non, enfin, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'alimentation doit être un vrai plaisir. Et dans ce sens, euh, on a le sentiment que parce qu'on a pris du poids et parce que on est en situation de surpoids ou d'obésité, on se retrouve dans la situation où pour diminuer ce surpoids ou cette obésité, il va falloir obligatoirement faire de gros sacrifices. Ben, en fait, au début, ça peut paraître très frustrant, mais en fait, c'est pas des gros sacrifices. C'est vraiment une amélioration de sa qualité de vie dans le quotidien. Je reviendrai pas sur ce qu'a dit le docteur Barretta ou le docteur Raluca. Euh, je suis profondément convaincue que les produits transformés seraient à bannir de notre alimentation. D'autant plus qu'on n'en a pas vraiment besoin. On peut faire exactement la même chose à la maison avec du produit frais et sans avoir ces rajouts de conservateurs, de colorants, les petits dinosaures. Moi, je l'ai fait pendant des années pour mes enfants avec une vraie escalope de poulet et ça passe tout seul, hein. C'est voilà. Donc, ce que je voulais vous dire dans les conseils pratiques, au départ, on peut quand on rentre dans cet accompagnement au changement, on peut être avec un vrai sentiment de frustration parce que souvent, la personne qui est en situation de surpoids ou d'obésité, et je dis souvent, je n'en fais pas obligatoirement une généralité, souvent, elle va conditionner sa prise de poids par le fait que ne se sentant pas bien dans son corps, eh bien, par dépit, par frustration de ne pas pouvoir faire un certain nombre de choses, elle va compenser en remplissant son estomac.
Et dans ce cas-là, il faut trouver le moyen de faire un pas de côté et de euh, répondre à sa frustration par autre chose que par l'alimentation. On fait aujourd'hui un focus sur l'alimentation, mais le docteur Barretta l'a bien expliqué dans sa pyramide. Au-delà de l'alimentation, il y a aussi ce que je suis capable de mettre en place autour de moi et avec moi pour modifier mon comportement à l'activité. Et quand je parle d'activité, je ne dis pas on va tous devenir les sportifs des JO dans 4 ans, mais vraiment dans mon quotidien, quelle activité je peux mettre pour me permettre de progresser aussi. Et puis, naturellement, tout l'aspect psychologique dont va nous reparler le docteur Barretta. Ces éléments-là sont hyper importants parce que quand on est frustré et qu'on saute sur de l'alimentation, on saute pas sur du produit frais. On saute, comme le disait le docteur pardon, le docteur Raluca, on saute sur du produit transformé, sur le paquet de popcorn, sur le paquet de bonbons, sur tous ces trucs-là. On fait dans son frigo une barquette de salade de fruits sur lequel on ne rajoute aucun sucre, on ne rajoute aucun sirop, rien, on laisse juste les fruits macérer pendant 3 heures. Et vous avez des fruits frais sur lesquels vous n'avez rien rajouté et qui, au moment où vous allez vous sentir frustré, vont vous permettre de répondre à cette frustration. Il y a plein de petites techniques, c'est rajouter des légumes, mettre plus de légumes dans son assiette. Ben, c'est prendre en considération aussi que à la place d'une rondelle de saucisson, une tomate coupée en rondelles peut être vraiment excellente. Le régime méditerranéen, puisque ça s'appelle encore comme ça, en tout cas, le mode de consommation méditerranéen est à favoriser. Et quand vous avez une belle tomate, ben, ça vous remplace largement votre rondelle de citron et puis votre rondelle de saucisson et puis tous ces éléments-là, salé, moins salé. C'est utiliser des épices, être en capacité d'utiliser nos herbes et nos épices. On n'a pas besoin d'une tonne de sauce au poivre pour dire que l'entrecôte est bonne. L'entrecôte peut être bonne à partir du moment, je dis l'entrecôte comme je pourrais dire une autre viande, l'entrecôte peut être bonne à partir du moment où elle est bien cuite, où elle est de bonne qualité et elle se suffit à elle-même. Et puis on met deux branches de romarin avec et on a tout de suite une saveur qui vient se dégager. Tous ces éléments-là, c'est au travers de l'éducation thérapeutique et des petits trucs et astuces qu'on va vous le donner. Cette éducation thérapeutique, elle porte mal son nom. On n'est pas en train de vous dire que vous savez pas faire et qu'on va vous élever à savoir faire, qu'on va vous éduquer à savoir faire. On est en train de vous dire, vous avez appris d'une certaine manière. Aujourd'hui, en raison de votre état de santé, on va vous donner des trucs pour vous permettre de vous gérer tout seul et d'être en capacité d'améliorer votre état de santé en passant par une assiette mieux équilibrée, en passant par une activité physique plus adaptée, plus quotidienne, et en passant aussi par un soutien psychologique qui est nécessaire certaines fois, la plupart du temps, pour vous permettre d'affronter aussi tous ces changements qui modifient l'intégralité de votre vie. Et puis je voudrais vous donner pour une fois un exemple qui est le mien. Quand j'ai commencé cette modification de mon comportement au travers de ma vie familiale, j'ai toujours d'ailleurs un mari et 2 enfants, et on était tous à table. Et pour la première fois, j'étais tombée sur un médecin qui m'avait dit, je ne vous mets pas au régime, on va juste modifier votre approche de la nourriture, la façon que vous avez de cuisiner et de manger, et ce qui vaut pour vous, vaut pour vos enfants. Mon fils, qui était un petit peu rondouillard, a perdu du poids. Ma fille s'est maintenue et mon mari a pris quelques kilos en plus. Il était perturbé en me disant, mais j'ai grossi. Et en fait, il avait atteint ce qui convenait pour son corps. Et moi, je continuais à perdre du poids. Et nous avons mangé ensemble. Je n'étais pas exclue de ma cellule familiale. Et puis, le dernier élément très important, parce que je voulais vraiment laisser de la place aux questions, le dernier élément très important pour les personnes qui pourraient être amenées à faire cette démarche d'accompagnement, et comme je le dis encore, hein, d'une équipe
pluridisciplinaire de différents soignants, de différentes spécialités qui vont se coordonner et qui vont vous permettre d'avancer, comme le disait le docteur Raluca, presque à la carte, chaque individu étant différent, chaque situation socio-professionnelle ou d'environnement est différent. La personne qui est seule, eh bien, nous avons fait il y a quelques années en arrière, bien des années en arrière, une petite étude qui nous démontrait qu'une personne seule devant une télévision mangeait 2 fois plus qu'une personne qui était dans un milieu convivial avec quelqu'un d'autre pour parler, pour échanger, Alors vous me direz, je vis seule, je vais quand même pas éteindre ma télé. Tournez le dos à votre télé. Tournez le dos à votre télé, écoutez, mais ne regardez pas l'image, écoutez. Et utilisez votre fourchette avec des temps de pause. Respirer entre 2 fourchettes, c'est laisser le temps au capteur de satiété de venir au cerveau et de dire, ah, j'ai plus faim. Et prendre le temps de manger quand c'est possible, et je sais que certains d'entre vous diront que ça n'est pas possible, mais il y a au moins 2 repas dans la journée qui peuvent vous accorder ça, le petit déjeuner, le dîner, prendre le temps de manger, prendre le temps de respirer en mangeant, ça va contribuer à vous faciliter la tâche et à vous permettre de mieux vous alimenter et de vous alimenter plus sereinement en famille ou en convivialité si vous êtes avec des amis. Je voudrais vraiment laisser, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions, laisser la place aux questions et je crois qu'il y a encore une intervention. En tout cas, merci et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci Marie. Oui, en effet, il y a un dernier point voilà, qui nous semblait à tous important d'aborder en fait dans ce webinaire sur l'alimentation et son impact, c'est la partie psychologique notamment. Docteur Barretta, vous vouliez voilà, pouvoir aborder ce point, la partie psychologique et l'impact du regard aussi des autres et de notre société. Alors oui, je vais essayer d'être rapide, même si le sujet est extrêmement vaste, mais juste quelques petits rappels. Donc, on a beaucoup parlé des situations d'obésité, on a beaucoup parlé de surpoids, on a parlé justement de prise en charge diététique et spécifique, hein, parce que quand il y a des pathologies métaboliques, il faut pas trop jouer avec, il faut essayer de respecter certaines règles. Je ne parle pas de régime, vous allez voir pourquoi, mais quelques petites règles d'équilibre. Je remercie énormément Marie parce que elle m'a bien tendu la perche et j'ai essayé de la saisir. Donc, tout ce que Marie a dit est extrêmement vrai, est extrêmement nécessaire pour pouvoir parcourir cette route, hein. C'est un parcours qui peut-être ça s'arrête une fois que ça devient naturel. Ou que ça reprend sa naturalité, mais parfois de casser un peu la boucle qui a entraîné la personne, qui nous a entraîné parfois dans des démarches un peu bizarres, un peu mauvaises pour notre santé. C'est pas simple du tout. Et alors, toute seule, ça paraît difficile. Et encore une fois, c'est pas que c'est difficile, je m'isole et je peux pas sortir de cette boucle. Bien le contraire, il faut en parler et il faut savoir que, comme je vous disais tout à l'heure, la prise en charge psychologique est une étape fondamentale, est une étape fondamentale de la prise en charge nutritionnelle. Je sais pas pourquoi ça marche plus. Voilà. Pourquoi et pour qui? Pas pour tout le monde, bien sûr, parce que si c'est un problème d'organisation, on va demander à notre professionnel de santé de nous aider dans l'organisation, de revoir un peu tout ça. Par contre, notre professionnel de santé est censé aller chercher les raisons qui nous ont entraînés dans cette boucle. Donc, il est censé nous poser des questions pour chercher d'abord les troubles du comportement alimentaire
que juste pour rappel, il n'y a pas que du blanc et du noir dans la vie, il y a plein de gris, puis il y a plein de nuances entre les deux gros troubles de comportement alimentaire qu'on connaît, qui sont l'anorexie et la boulimie. Bah, entre ces deux, il y a plein d'autres comportements qui font partie de cette grande famille. Il y a l'alimentation émotionnelle, comme disait Marie, donc je me remplis pour faire taire une autre émotion. Il y a des compulsions, les restrictions trop importantes qui vont amener à ce fameux yo-yo dont on a beaucoup parlé. Le binge eating disorder, c'est vraiment ce de manger pour se remplir jusqu'à avoir mal. Donc tout ça, c'est à dépister par notre médecin qui va nous adresser à la bonne personne, en l'occurrence à un psychologue d'abord, pour faire le point sur la situation. Il faut dépister, par exemple, s'il y a des troubles de l'humeur qui peuvent avoir un retentissement sur notre alimentation, ou bien s'il y a des histoires traumatiques qui sont à la base de cette boucle et qu'on essaye de justement faire taire ou d'aborder de la manière qu'on peut avec la clé de trousseau qu'on nous a donnée ou qu'on a trouvé tout seul à un moment de notre vie. Et aussi essayer de comprendre s'il y a un travail sur l'estime de soi, sur l'image de soi, qui souvent peuvent être connectés. Donc, je me regarde et je m'aime pas, et donc je ne vaux pas grand-chose. Alors ça, c'est une autre boucle dans la boucle à essayer de casser. Et tout seul, on ne peut pas le faire. C'est compliqué, personne n'y arriverait. D'où le fait qu'il faut essayer de se retourner vers un psychologue. Pas un psychologue n'importe, un psychologue spécialisé. À chacun sa thérapie. Il peut y avoir des thérapies très spécifiques, très profondes. S'il y a des addictions, s'il y a des traumatismes, bien sûr, ça ne suffira pas des séances de psychologie. Mais il y a des thérapies qui sont faites exprès pour justement gérer, par exemple, les compulsions. Par exemple, s'il n'y a pas de traumatisme important à la base, ça s'appelle des thérapies cognitivo-comportementales. Sont des thérapies brèves, enfin, d'une durée mesurée, d'une durée brève, qui sont basées sur la collaboration entre le patient et le soignante et le psychologue, qui vise justement à modifier les comportements et les pensées en mettant en pratique, en donnant des exemples pratiques, exactement comme Marie disait. Hein, donc, je tourne le dos à la télévision, je parle, je pose ma cuillère, j'essaye de comprendre pourquoi, quelle émotion est associée à un certain comportement. Ça prend un peu de temps, certes, ça prend pas 2-3 séances, mais c'est sur une durée limitée. Ou alors, par exemple, il pourrait vous parler de la pleine conscience. Quand on pose la cuillère, quand on essaye de se recentrer sur ce que je mange, le goût de ce que je mange, est-ce que ça craque, est-ce que je dois mâcher, est-ce que c'est plutôt souple. Donc, tout ça, c'est des choses, comme disait Marie, c'est pas qu'on les connaît pas, il faut juste les réécouter, les réapprendre, les refaire venir à la surface. Et ça, c'est à l'aide avec d'une psychologue, souvent avec des techniques très spécifiques. Je mettrai quand même un peu en avant aussi les groupes de parole, parce que toujours, s'il n'y a pas des grosses problématiques psychologiques ou psychiatriques à la base, bah, les associations de patients, les groupes de parole, les groupes de famille, les art-thérapies qui sont souvent proposées sont d'un grand aide des personnes qui veulent s'élancer dans ce parcours. Je ferai juste une petite parenthèse sur ce mot. La grossophobie. Qu'est-ce que c'est la grossophobie? Vous avez vu la première slide, disait que c'est une prise en charge psychologique, mais aussi sociétale. Donc, l'obésité, c'est une maladie complexe, c'est une maladie chronique, mais c'est aussi une maladie de la société, parce que, donc, tout ça, c'est des mots et des images qu'on retrouve quand on tape grossophobie sur Internet. Et cette phrase en orange, ce qui me pèse le plus, c'est le poids de vos mots. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire presque tout. Donc, il faut absolument que la société se rende compte qu'on n'a pas choisi, on ne choisit pas notre poids. Voilà, on peut faire des choses, on peut essayer de s'améliorer, mais on n'est pas toujours dans le choix. Et donc, il faut que la société soit alertée sur ça, que ça se sensibilise.
Ça, pareil, c'est des images que j'ai retrouvées dans un blog. Alors, petite parenthèse, attention au blog, c'est très bien. Les blogs, c'est très bien que tout le monde en parle un peu de cette problématique. Parfois, il peut y avoir un peu un risque de tomber dans l'acceptation tout court sans se dire effectivement il peut y avoir des dangers pour la santé, donc il faut rester toujours critique, mais il y a aussi des blogs où il y a des choses très intéressantes. Par exemple, ça c'est des images qui viennent d'articles ou des études vraies. Donc le 60%, vous voyez, des femmes ont subi de la grossophobie. Les 25% des personnes en situation d'obésité sont à risque de dépression, plutôt que les 42% euh, sont discriminés au niveau de leur embauche. Comme vous pouvez le voir aussi, c'est des Lancet, hein, c'est Graph Politique, c'est quand même des journaux ou des articles plutôt répandus. Ça, il me semble très, très, très dangereux. Donc, 36% évitent une consultation médicale pour peur d'être jugé. Donc, la grossophobie, c'est pas seulement à l'arrêt du tramway. La grossophobie, ça peut être aussi parmi le corps médical qui doit être alerté et sensibilisé exactement comme tout le monde. Il y a beaucoup d'initiatives, ça c'est une pub de 2019 de la ville de Paris. Il faut continuer à alimenter cette sensibilisation parce que il faut pas que les gens se sentent seuls dans une maladie. Personne de nous traiterait quelqu'un qui a une pathologie cardiaque comme quelqu'un qui l'a choisi. Donc, je vois vraiment pas pourquoi on doit réserver ces traitements aux personnes en situation d'obésité. Donc, juste un petit mot de conclusion. Des mots un peu importants à retenir. L'obésité, c'est une maladie chronique complexe, multifactorielle, qui peut avoir un retentissement sur presque tous les organes de notre corps et qui donc mérite une prise en charge globale et multidisciplinaire. Il faut sortir un peu de cette logique de régime. Il faut respecter des règles, notamment quand il y a des pathologies importantes associées, mais il faut surtout essayer de trouver un équilibre. Pour trouver un équilibre, on essaye de se faire accompagner d'un bon professionnel qui va essayer de guider et de permettre d'avancer le patient vers un équilibre durable et surtout le petit message tout au fond. Moi, je trouve que mieux écouter, mieux choisir, mais mieux savourer aussi le plaisir de tout ce qui est à table et autour de nous. Ça s'apprend, ça se réapprend à l'aide de tout le monde. Voilà pour moi. Merci beaucoup. C'était vraiment voilà, très complémentaire par rapport aux autres interventions. Alors, on a écoulé le temps, mais on va quand même essayer en fait de prendre quelques questions parce qu'on en a eu quand même pas mal dans le chat et notamment des questions sur la stéatose. Alors, une des premières questions était ce qu'il peut y avoir en effet une origine génétique en fait, avec une alimentation saine et quand même une stéatose en fait qui démarre. Je fais juste une petite parenthèse. Évidemment, l'idée là des questions, c'est pas de remplacer une consultation et que voilà, il faut aller consulter son médecin, mais si on peut donner quelques pistes, on va le faire. Oui, donc je vais répondre à cette première question. Déjà, vous dites stéatose de grade 1, donc ça veut dire une stéatose minime. Il faut savoir que les méthodes non invasives de diagnostic de stéatose sont des méthodes semi-quantitatives, donc sont assez peu objectives. Donc on parle de l'échographie hépatique, d'autres méthodes non invasives comme le fibroscan, etc. Donc déjà, il faut bien documenter la présence de cette stéatose. Et pour répondre plus précisément à la question, est-ce qu'il peut y avoir une origine génétique? La réponse est oui. Il y a aussi des stéatoses médicamenteuses, il y a des stéatoses induites par l'alcool, donc il y a de multiples causes de stéatose. Mais, parlant que de la stéatose métabolique, oui, il peut avoir une origine génétique, mais il faut néanmoins chercher des facteurs de risque métabolique cachés, notamment pas forcément l'index de masse corporelle, mais l'obésité abdominale viscérale, le tour de taille, la résistance à l'insuline,
une dyslipidémie qui peut-être n'a pas été objectivée. Donc, il faut d'abord chercher minutieusement des facteurs de risque métabolique qui peuvent ne pas être évidents cliniques à une première vue. Voilà. Donc, il y a des facteurs de risque multiples et notamment aussi sur le diabète de type Oui, bien 2. sûr, ça c'est les facteurs de risque métabolique classiques, c'est l'obésité, le diabète de type 2 sont des facteurs de risque majeurs pour la stéatose métabolique, mais dans le cas où on n'a pas ces facteurs de risque, on a un index de masse corporelle qui est normal et on a toutefois une stéatose, oui, on peut penser à une origine génétique, mais il faut chercher plus subtilement des facteurs de risque métabolique comme le tour de taille, l'obésité viscérale ou une résistance à l'insuline ou des troubles de métabolisme des lipides subtils, pas forcément le taux de LDL cholestérol, il y a d'autres qu'on peut chercher, comme des anomalies d'apolipoprotéines, lipase acide lysosomale, etc. Mais ça, c'est déjà des détails plus techniques. Complexe. On avait une autre question sur est-ce que le foie, donc est-ce que la stéatose peut provoquer des malaises lors de Non, la l'image réponse est non. La réponse est non. C'est une maladie qui est très peu asymptomatique. C'est justement le problème. La plupart du temps, le diagnostic est fortuit sur une élévation de transaminase, sur des taux de ferritine, une découverte fortuite de stéatose dans l'échographie. Il y a très peu de symptômes liés à la maladie. On parle surtout d'une fatigue. Maintenant, il n'y a pas vraiment de malaise par rapport à ça. Et est-ce qu'il y a des conseils particuliers justement en cas de stéatose alors déjà plus avancé? Oui, j'ai répondu, je crois, à la question avec l'index de masse corporelle de 26, mais l'obésité viscérale. Donc, j'ai répondu dans mon commentaire antérieur. Donc, oui, justement, l'obésité viscérale, c'est un facteur de risque qui est très important. L'autre question stéatose importante est dans l'impossibilité d'effectuer une activité physique. Donc, il faut évaluer au-delà premièrement, il faut évaluer au-delà de présence de la stéatose, la sévérité de l'attente hépatique et notamment le stade de fibrose, puisque en fait, ce qui va entraîner la progression de la maladie, ce qui va modifier le pronostic à long terme, c'est pas la stéatose, c'est la fibrose. Donc, c'est à partir d'une fibrose avancée qu'on est à risque de développer des événements cliniques liés au foie, notamment d'évoluer vers la cirrhose, etc. Maintenant, comment faire diminuer cette stéatose alors qu'on est dans l'impossibilité d'effectuer une activité physique? S'il s'agit que d'une stéatose simple, probablement que des règles alimentaires, notamment le régime alimentaire, ce que je montrais dans mon diapo précédent, c'était une étude qui comparait la diète méditerranéenne avec ou sans activité physique, et on a bien vu qu'il n'y avait pas de différence en termes de perte de poids avec les deux diètes, avec ou sans activité physique, donc diète méditerranéenne avec ou sans une activité physique associée, et qu'il y avait un effet bénéfique sur le foie. Donc la composition alimentaire peut jouer et peut améliorer la stéatose. Donc s'il s'agit que d'une stéatose simple, on peut imaginer aussi des séances de kinétothérapie avec des renforcements musculaires, si cela est possible. Et s'il s'agit d'une maladie plus avancée avec une fibrose qui accompagne la stéatose, à ce moment-là, c'est une prise en charge plus spécifique. Et je suis heureuse d'ailleurs de le dire publiquement qu'on a actuellement en France en autorisation temporaire d'utilisation un médicament qui est approuvé enfin pour la prise en charge de la stéatose métabolique. Donc, c'est le resmetirom, le nom commercial, c'est Resdifra. C'est disponible en autorisation temporaire d'utilisation, donc délivré qu'à l'hôpital et pour des patients ayant une attente hépatique significative avec une fibrose de stade 3 ou plus. On a une question aussi sur la consommation des légumineuses. Donc là, je me tourne plus vers vous, docteur Barretta. Est-ce que tout ce qu'on entend, en effet, est-ce que c'est sur les légumineuses, que c'est vraiment
bon pour la santé? Est-ce que ça a un impact positif? Alors, les légumineuses, oui, ça a un impact positif. Il faut se dire que les légumineuses, c'est pas que des légumes, ça peut être des féculents, il faut faire attention à tout ce qui est haricots, etc. Ça peut remplacer tout ce qui est féculents, pâteries. Moi, encore une fois, au-delà des ultra transformés, je suis très, très d'accord avec le docteur Païs. C'est pas naturel, c'est pas quelque chose qu'on avait à disposition à une certaine époque. Et donc, c'est pas bon. Tout ce qui est naturel, eh bien, a des effets positifs si on reste dans la mesure. Le mot-clé pour moi, c'est toujours la mesure. Euh, on ne peut pas tout remplacer par des légumineuses. On ne peut pas tout remplacer par des légumes. Il faut un certain équilibre dans l'assiette. Donc, je n'ai pas parlé des régimes, je pense que vous l'avez compris, mais une répartition équilibrée d'une assiette, un peu l'image qu'on a tous sous les yeux, d'une assiette répartie en la moitié des légumes et les 2 tiers restants entre protéines et féculents ou légumineuses, ou un mix de deux de manière cohérente, pour moi, c'est toujours bénéfique. Plus c'est varié, plus c'est naturel, plus c'est équilibré, mieux c'est pour la santé. Et si ça répond plus à notre goût et que ça permet d'éviter de chercher d'autres types de saveurs, je ne sais pas, justement des chips alors que c'est des pois chiches, pourquoi pas. L'important, c'est l'équilibre et Pour moi, c'est la mesure. Il ne faut pas excéder ni d'un sens ni dans l'autre. Les extrêmes dans l'alimentation ne portent pas à grand-chose. merci beaucoup. Donc, le temps tourne, donc on va quand même essayer de répondre à quelques autres questions. On avait une question aussi sur le taux de cortisol. Est-ce que ça joue en fait dans la prise de poids? Alors, c'est débattu parce que donc on aime bien essayer de trouver des causes un peu endocriniennes à tout ce qui est obésité. Je rappelle que les causes endocriniennes de l'obésité, c'est à peu près les 0,1%. Après, n'empêche qu'il y a des maladies, effectivement, où il y a des hormones. J'ai vu passer aussi une question sur la testostérone. Certes, les hormones influencent tout ce qui est tissu adipeux et masse musculaire, surtout quand il y a des déficiences importantes de testostérone plutôt que des cortisol, forcément, les tissus sont modifiés. Après, je pense que ce débat sur la cortisol, c'est très répandu parce que c'est un peu considéré vrai, hein, en vrai, l'hormone du stress. Alors on se dit on est stressé, la cortisol augmente et du coup je prends du poids. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas effectivement de pathologie sous-jacente. On peut toujours poser la question à notre médecin traitant d'abord. Après, il faut aussi se dire que le stress, ça fait partie des émotions les plus puissantes qu'on puisse avoir, que notre cerveau se trouve à gérer. Et donc, comme Marie le disait lors de son intervention, et ben, souvent les émotions un peu fortes, un peu difficiles à gérer, on a tendance à les faire taire via la méthode plus simple, donc en essayant de manger quelque chose qui est très récompensant le plus rapidement possible. En l'occurrence, tout ce qui est gras et sucré. Donc, un bon Kinder, voilà, le stress, ça diminue dans les 30 secondes qui suivent. Sauf qu'on n'apporte rien à notre organisme en termes d'aliments, des nutritionnels, etc. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y a pas des pathologies importantes à la base. Après, le cortisol lié au stress, je pense que ce n'est pas la cause principale, c'est plutôt la gestion de l'émotion qui fait on prend ou pas de poids. Juste une dernière petite question. Les légumes sont plutôt efficaces cuits ou crus? Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Moi, ce que je peux dire, donc tout ce qui est cru, c'est frais. C'est naturel, les vitamines sont conservées, tout ce qui est cuit, les vitamines au-delà d'une certaine température ont tendance tout à partir. Donc voilà, après il y a le côté craquant qu'on a dans les aliments récompensants type de chips, donc une endive ça craque et voilà, et il y a des vitamines.
Après, les légumes, c'est des fibres et les fibres ne vont pas s'abîmer avec des températures à la vapeur, par exemple. Donc, c'est toujours très bien, tant que c'est des légumes frais, si possible des saisons. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions. J'espère qu'on a répondu à un maximum de questions. Donc, c'était le début, en fait, enfin, c'est le début de la campagne sur les maladies cardio-métaboliques. Donc, pour mieux informer, on a 2 autres webinaires. Un le 10 avril, donc sur l'importance de l'innovation thérapeutique dans la prise en charge des maladies. Et on parlera donc notamment des nouvelles molécules sur le marché, donc dans la prise en charge de ces maladies. Et on a un autre webinaire pour répondre à toutes vos questions sur notamment la stéatose hépatique métabolique le 14 avril, voilà, où on aura voilà, de nouveau une intervention du docteur Païs sur cette pathologie. Donc, on fera un focus plus particulier. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Voilà, Élise Bourgeois, Marie Citrini, le docteur Barretta et le docteur Païs. Voilà, c'était vraiment très, très intéressant et en espérant voilà, avoir répondu à un maximum de vos questions. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci.